Dans l'éclat feutré du restaurant Bellevue, Antoine Mericourt, milliardaire respecté mais père impuissant, observait avec désarroi son fils Lucas, âgé de 12 ans. L'enfant, atteint de paralysie cérébrale, peinait ce soir-là plus que d'habitude. Sa main tremblante tentait sans succès de guider une fourchette vers sa bouche, chaque échec laissant une trace sur sa chemise immaculée, et un peu plus sur son cœur. Autour d'eux, les convives détournaient le regard, entre gêne et jugement silencieux. C'est alors qu'un serveur s'approcha. Jacques Lefebvre, embauché depuis à peine 3 mois, avait remarqué la détresse du garçon. Il s'avança d'un pas ferme, mais son sourire trahissait une douceur sincère. « Excusez-moi, monsieur. Puis-je vous être utile » demanda-t-il d'un ton calme. Antoine le fusilla du regard. Il n'était pas homme à tolérer l'intrusion, encore moins quand il s'agissait de son fils. « Nous n'avons besoin de personne. Nous savons nous débrouiller. » Jacques s'inclina respectueusement, sans répliquer, mais il resta non loin, continuant d'observer discrètement l'enfant lutter. Puis vint ce murmure, douloureux, « Papa, j'y arrive pas. » Les yeux de Lucas brillaient de larmes. Antoine poussa un long soupir. Il avait dépensé des millions en thérapie, clinique, expert. Et pourtant, dans ce geste si simple, il était démuni. Jacques revint vers eux, plus déterminé. « Monsieur, ma sœur souffre d'une affection similaire. J'ai appris à l'aider. Si vous le permettez. » Avant même qu'Antoine ne puisse formuler un refus, Lucas leva vers le serveur un regard suppliant, plein d'un espoir fragile. Ce regard brisa les murailles du père. 5 minutes, concéda-t-il, se reculant légèrement. Avec des gestes précis et empreints d'un grand respect, Jacques réajusta la chaise de Lucas, glissa une serviette sous son poignet pour le stabiliser, puis guida doucement sa main. « Voilà, petit. Sens le mouvement, ne force pas. » À la stupéfaction d'Antoine, la fourchette atteignit la bouche de Lucas sans renverser une miette. Un sourire éclatant illumina le visage de l'enfant, un sourire que son père n'avait pas vu depuis des mois. « Regarde, papa, j'ai réussi. » Jacques resta encore quelques minutes, enseignant des techniques simples, accessibles, efficaces. Lorsque l'heure du départ sonna, Lucas mangeait presque seul. À la fin du repas, Antoine fit appeler le gérant. Jacques, inquiet, s'attendait à une remontrance. À la place, le milliardaire lui tendit une enveloppe. « Pour vous remercier. » Jacques secoua la tête. « Monsieur, j'ai seulement fait ce que toute personne devrait faire. Je ne peux pas accepter. » Antoine haussa un sourcil. « Pourquoi pas? Le sourire de votre fils est un paiement suffisant. » Un silence s'installa. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un refusait son argent. Curieux, Antoine demanda, « Et votre sœur? Comment prenez-vous soin d'elle? » « Je travaille ici et comme livreur. Ma mère est malade. Je fais comme je peux. » Antoine jeta un œil à son fils, qui regardait Jacques avec admiration. Une idée germa. « Accepteriez-vous de devenir l'aide-soignant personnel de Lucas? Je vous paierai 5 fois votre salaire actuel. » Jacques, incrédule, balbutia, « Mais, je n'ai aucune qualification formelle. » « Vous avez l'essentiel, » coupa Antoine en désignant Lucas. Il n'a pas souri comme ça depuis des mois. Quelques jours plus tard, Jacques franchissait le seuil de la demeure Mericourt, nichée dans le très chic quartier Montfort. Le contraste avec son propre quartier était frappant, allées impeccables, architecture ultramoderne, jardins somptueux. À l'entrée, la gouvernante, Bernadette au service des Mericourt depuis 3 décennies le reçut avec froideur. « Monsieur Antoine est à Brasilia. Je vais vous faire visiter. » En traversant les longs couloirs marbrés, Jacques perçut des regards curieux, parfois méfiants. Il n'était pas difficile de comprendre pourquoi, il était le seul employé noir de la maison, et son arrivée soudaine à un poste aussi privilégié faisait jaser. Voici la chambre de Lucas. Les séances sont strictement planifiées, kinésithérapie lundi et mercredi, orthophonie mardi et jeudi, hydrothérapie le vendredi. Vous devez suivre la routine des spécialistes à la lettre. Puis-je voir Lucas maintenant? La gouvernante plissa les yeux. Il se repose. Dois-je vous rappeler que vous êtes ici pour assister, pas pour décider? Jacques inclina la tête. Je suis ici pour aider. De la manière qu'il faudra. Elle parut surprise de sa réponse polie. Votre chambre est dans l'aile du personnel. Mais monsieur Antoine a insisté pour que vous ayez une suite privée. Cette nuit-là, Jacques dormit peu. Il pensait à sa mère et à sa sœur,
qui pourrait enfin vivre un peu mieux grâce à ce nouveau départ. Le lendemain, il retrouva Lucas. Le garçon, assis près de la fenêtre, releva la tête. Le serveur du restaurant, s'écria-t-il, heureux. Ton papa m'a engagé pour t'aider. Si ça te va. Lucas sourit. Tu vas m'apprendre à manger tout seul? Ça, et bien plus encore. Dès ce jour, la routine du manoir changea subtilement. Jacques transforma les exercices en jeux, les contraintes en défis amusants. Les progrès ne tardèrent pas. Mais tout le monde ne voyait pas ce changement d'un bon œil. Des incidents étranges survinrent, des horaires décalés, des équipements déplacés, des messages oubliés. Une hostilité latente flottait, orchestrée en coulisses. Un matin, le kinésithérapeute, furieux, accusa Jacques de ne pas avoir respecté ses consignes. Lucas a fait les exercices, docteur. Nous avons juste adapté. Adapté? Vous n'avez aucune qualification. Lucas, témoin de la scène, intervint, docteur, regardez. Devant les yeux écarquillés du médecin, il leva le bras et attrapa un ballon. Un mouvement qui lui était autrefois presque impossible. Jacques m'a appris à penser le geste. Je fais comme si je jouais au basket. Plus tard, en privé, le médecin avoua à Jacques, je suis impressionné. Lucas a progressé plus en 2 semaines qu'en 6 mois. Jacques sourit, humble. C'est l'expérience avec ma sœur. Parfois, il faut juste une approche différente. Peu à peu, même les professionnels les plus sceptiques se mirent à écouter Jacques. Au retour d'Antoine, le changement était flagrant. Lucas était plus vif, plus autonome, et il riait. Lors du dîner, il utilisa ses couverts adaptés avec une aisance nouvelle. « Comment avez-vous fait cela » demanda Antoine. « Je n'ai rien fait seul, monsieur. Lucas avait ce potentiel. J'ai juste aidé à le libérer. » Antoine resta silencieux. Il avait dépensé des fortunes en experts, mais les progrès les plus profonds venaient d'un homme sans diplôme. « Comment va votre famille » demanda-t-il soudain. Jacques fut surpris. « Ma mère a commencé un traitement, mais elle doit bientôt subir une opération. J'économise. » Antoine allait probablement proposer son aide, mais la sonnette retentit. Bernadette entra, tendue. « Monsieur. Madame Hélène est ici. » Le visage d'Antoine se figea. Hélène, son ex-épouse, la mère de Lucas, avait quitté la France 5 ans plus tôt, peu après le diagnostic. Leur contact depuis se limitait à des échanges juridiques. « Papa, maman est venue » demanda Lucas, mi-ému, mi-inquiet. Avant qu'Antoine ne réponde, Hélène entra. Élégante, assurée, vêtue avec une distinction propre à son nouveau mode de vie. « Lucas, mon amour. Comme tu as grandi. » Elle l'embrassa, mais il resta figé. Puis elle fixa Antoine. « Nous devons parler. » Alors qu'il s'éloignait, elle jeta un regard interrogateur à Jacques. Plus tard, Jacques surprit leur discussion. « Un soignant sans diplôme? Tu es sérieux, Antoine? Il a fait en 1 mois ce que nos spécialistes n'ont jamais accompli. Lucas mérite le meilleur. Pas de la charité. Tu l'as abandonné, Hélène. » Un silence tendu. Puis elle déclara, « Je suis de retour. Je veux reprendre ma place. » Dans les jours qui suivirent, la tension monta. Hélène s'installa, critiqua chaque geste de Jacques, remettant tout en question. « Vous surchargez Lucas. Il réagit très bien. Même le docteur Marc valide ce programme. Dans une clinique suisse, on recommande la prudence. Chaque enfant est unique, madame. » Lucas intervint, « Maman, j'aime la façon dont Jacques m'aide. C'est amusant. » Hélène força un sourire. Mais plus tard, Jacques l'entendit dire à Bernadette. « Il prend trop d'influence. Surveillez-le. La moindre erreur devra être notée. » Cette nuit-là, Jacques, accablé, reçut un appel de sa sœur. « Jacques, maman ne va pas bien. » Le médecin avait été formel, l'opération ne pouvait plus attendre. Il fallait la programmer pour le mois suivant au plus tard. Le cœur de Jacques se serra douloureusement. Il avait pourtant mis de l'argent de côté depuis des mois, grattant le moindre sou, renonçant à tout ce qui n'était pas essentiel. Mais il lui manquait encore près de la moitié du montant nécessaire pour cette intervention vitale. « Je trouverai une solution, je te le promets » murmura-t-il, le regard perdu dans le vide.
Comment va-t-elle maintenant demanda-t-il d'une voix étranglée. Sous contrôle, grâce aux médicaments, répondit sa sœur. Mais elle souffre beaucoup. Elle ne veut pas que tu t'inquiètes. Tu sais comme elle est, toujours silencieuse, même dans la douleur. Après avoir raccroché, Jacques resta un long moment figé, les pensées embrouillées. Il devait agir. Il envisagea de demander une avance à Antoine, son employeur. Mais cette idée le faisait vaciller, ce serait admettre que, malgré son salaire confortable, il ne parvenait pas à subvenir aux besoins médicaux de sa propre famille. Il pensa ensuite à la banque, mais les taux d'intérêt démesurés engloutiraient une partie non négligeable de ses revenus futurs. Il était coincé entre sa dignité et sa détresse. Le lendemain matin, déterminé, il choisit de parler à Antoine. Il attendit le moment opportun, quand le directeur serait seul dans son bureau. Antoine était penché sur une pile de documents, l'air soucieux. Jacques frappa doucement. « Excusez-moi, monsieur Antoine. Pourrais-je vous parler un instant ?» Antoine releva les yeux, visiblement fatigué, mais pas fermé. « Bien sûr, Jacques. Il y a un problème avec Lucas ? » ?»« Non, monsieur. Lucas progresse très bien. C'est une affaire personnelle. » Mais avant qu'il n'ait pu entrer dans le vif du sujet, le téléphone d'Antoine se mit à sonner. Il jeta un œil à l'écran, puis soupira. « Je dois répondre. C'est à propos de la fusion avec le groupe Mendonça. On pourra en reparler plus tard ? » « Bien sûr, monsieur. Ce n'est pas urgent. » Mais c'était urgent. Jacques le savait. Il attendit des jours, espérant un moment plus calme. Mais ce moment ne vint jamais. Antoine était complètement absorbé par les négociations de cette fusion stratégique, une opération à plusieurs milliards qui monopolisait chaque seconde de son attention. Une nuit, alors qu'il rangeait les médicaments de Lucas dans la salle voisine, Jacques entendit des voix s'élever dans la chambre d'Hélène. Il allait passer son chemin, mais un mot arrêta ses pas, son propre nom. « Ce Jacques manipule la situation », affirmait Hélène d'un ton venimeux. Antoine est complètement aveugle, il ne voit pas qu'il est utilisé. « Que suggères-tu exactement » demanda la voix de Madame Bernadette, hésitante. « Il faut lui ouvrir les yeux. Si je pouvais prouver que Jacques néglige Lucas, ou même qu'il vole, n'importe quoi. Madame, c'est très grave. Accusé sans preuve, cela pourrait. Qui a parlé de preuves ? Coupa sèchement Hélène. Il suffit de provoquer des situations où il pourrait échouer de lui-même. Comme quoi ? Souffla Bernadette. Je ne sais pas altérer la dose des médicaments, par exemple. Et l'accusé. Ou laisser quelque chose de précieux dans un endroit visible, voir s'il résiste à la tentation. Jacques recula, le souffle court, et s'éhurait. Elle était prête à mettre en danger la santé de son propre fils pour le piéger. Le cœur en miettes, il comprit ce qu'il devait faire. Cette nuit-là, il prit une décision terrible. Il rédigea une lettre de démission, invoquant des raisons familiales qui exigeaient son départ immédiat. Il la déposa sur le bureau d'Antoine, rassembla ses maigres affaires, puis se rendit dans la chambre de Lucas. Le garçon dormait paisiblement, inconscient que, le lendemain, son protecteur ne serait plus là. Jacques, les larmes aux yeux, déposa un petit carnet près du lit, un recueil de toutes leurs techniques, jeux, progrès. « Adieu, Lucas. Tu es plus fort et plus capable que tu ne l'imagines, » murmura-t-il. Et dans le silence de la nuit, une simple valise à la main, Jacques quitta la maison Mericourt, le cœur en ruine. Rester, c'était risquer d'être injustement accusé. Partir, c'était abandonner un enfant qu'il aimait comme un fils. Il retourna dans le modeste appartement qu'il partageait avec sa mère et sa sœur en périphérie de Paris. Sa mère, Madame Lucienne, ouvrit la porte avec stupeur. « Mon fils ? Mais que s'est-il passé ? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu ?» Jacques la serra contre lui, tentant de retenir ses larmes. « Je n'avais pas le choix, maman. C'était la meilleure chose à faire. Et ton emploi ? Le salaire ? L'opération ? Je trouverai autre chose. Je te le promets. » Mais au fond, il savait qu'un poste comme celui qu'il avait quitté était presque impossible à retrouver. À la maison Mericourt, Lucas fut le premier à sentir l'absence. Lorsque Bernadette entra pour s'occuper de lui à la place de Jacques, il la regarda, confus. « Où est Jacques ? » « Il a dû partir, mon chéri, » répondit-elle avec une fausse douceur. « Il a laissé une lettre de démission.
Non. Il ne serait pas parti sans me dire au revoir. Calme-toi, Lucas, intervint Hélène en entrant. Les gens comme lui vont et viennent. Ce n'était qu'un employé. Il était mon ami. Hurla Lucas, en larmes. Je veux voir papa. Antoine, informé du départ soudain de Jacques, lui ai relu la lettre, perplexe. Ça ne fait aucun sens, murmura-t-il. Il semblait si. Peut-être a-t-il trouvé mieux, suggéra Hélène. Ou réalisé qu'on lui demandait plus qu'il ne pouvait donner. Lucas est dévasté, répondit Antoine, inquiet. Il refuse l'aide de quiconque. Ce n'est qu'une phase, dit Hélène. J'ai contacté une spécialiste suisse. Elle viendra la semaine prochaine. Elle a des méthodes révolutionnaires. Mais les jours passèrent et Lucas s'éteignit lentement. Les spécialistes constataient un recul alarmant dans ses progrès. Il avait tout simplement abandonné. C'est comme s'il avait perdu toute envie de se battre, rapporta le docteur Marc. Antoine, tiraillé entre les affaires et l'état de son fils, décida de rentrer plus tôt, chaque soir. Un soir, il tomba sur le petit carnet laissé par Jacques. Il l'ouvrit, curieux, puis captivé. Chaque page regorgeait de notes méticuleuses, jeux inventés, progrès observés, conseils, encouragements. La dernière page contenait un message bouleversant. Lucas, souviens-toi toujours que ta condition ne définit pas qui tu es, ni ce que tu peux accomplir. Tes limites ne sont que les premiers pas vers ta grandeur. Continue d'avancer, même quand le chemin semble trop difficile. Je serai toujours là, en pensée, pour t'accompagner. Avec tout mon respect et mon affection, Jacques. Ces mots résonnèrent puissamment en Antoine. Ce n'étaient pas les adieux d'un homme opportuniste. Il y avait là une dévotion sincère, une douleur tue. Quelque chose clochait. Et il décida de tirer cela au clair. Ignorant les protestations d'Hélène, Antoine se rendit dès le lendemain à l'adresse inscrite dans le dossier de Jacques. Il traversa les ruelles étroites d'un quartier modeste, bien loin du luxe de Montfort, jusqu'à un petit immeuble. Il frappa à la porte du numéro 304. Une jeune femme en fauteuil roulant ouvrit, le regard intrigué. « Bonjour. Je cherche Jacques Lefebvre. Mon frère est sorti pour un entretien, répondit-elle poliment. Je suis Antoine Mericourt. Son ancien employeur. Le père de Lucas? Attendez, maman va vouloir vous parler. L'appartement, modeste mais chaleureux, respirait l'amour familial. Sur les murs, des photos de Jacques, jeune, entouré des siens. Madame Lucienne, frêle mais digne, le reçut avec simplicité. Monsieur Mericourt. Quelle surprise. Vous prendrez un café? Ce n'est pas nécessaire. Je suis venu comprendre pourquoi Jacques est parti si brusquement. Juliana et sa mère échangèrent un regard troublé. Il nous a dit qu'il avait été licencié, dit Juliana. Licencié? Non, il a démissionné. Il a laissé une lettre. C'est impossible, coupa Lucienne. Jacques n'aurait jamais laissé Lucas sans raison. Il l'aimait comme un petit frère. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Jacques entra, fatigué, et se figea en voyant Antoine. Monsieur Mericourt? Que faites-vous ici? Je suis venu comprendre. Pourquoi avez-vous quitté mon fils sans un mot d'explication? Lucas est dévasté. Il régresse. Il refuse toute aide. Jacques blêmit. Je suis désolé. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, Jacques. Je croyais que vous teniez à Lucas. Et j'y tiens. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors pourquoi? Jacques jeta un regard à sa mère, puis à Juliana. Pouvons-nous parler dehors, s'il vous plaît? Dans le couloir, il lui révéla tout, la conversation volée entre Hélène et Bernadette, les menaces voilées, le plan diabolique visant à le piéger. Comprenez, monsieur Mericourt? S'il m'avait accusé, même à tort, j'aurais tout perdu. Mon emploi, ma réputation, toute chance d'aider ma famille. Antoine resta silencieux un instant, puis posa une main sur son épaule. Merci d'avoir protégé Lucas. Et je suis désolé de ne pas avoir vu ce que vous viviez. Je n'ai pas fait ça pour moi. Je l'ai fait pour lui. Un long silence s'installa. Puis Antoine, d'une voix calme. Rentrez. Préparez vos affaires. Lucas a besoin de vous. Et moi aussi.
Et pour la première fois depuis des semaines, Jacques sentit l'étau de la peur se desserrer. Plus discrète. Moins d'implication personnelle de ta part. Ces mots flottaient encore dans l'air lorsque Sergio ajouta, d'un ton empreint de gêne. Mon fils a fait des progrès significatifs grâce à Jacques, je ne vais pas le traiter comme un secret honteux juste pour rassurer des investisseurs pleins de préjugés. Sergio poussa un long soupir, manifestement mal à l'aise. Antoine, tu sais que personnellement, je me fiche de qui tu embauches. Mais là, on parle de business. La fusion est encore en phase de consolidation. La fusion est terminée, coupa sèchement Antoine. Les papiers sont signés. Si quelqu'un a un problème avec mes décisions personnelles, il ferait mieux de reconsidérer sa place dans l'entreprise. La fermeté dans sa voix le surprit lui-même. Il y a encore quelques mois, il aurait tout fait pour protéger ses affaires même au prix de sacrifier des gens. Mais aujourd'hui, l'idée de nuire à Jacques, ou de compromettre les progrès de Lucas, lui semblait inacceptable. Lorsque Sergio quitta son bureau, Antoine resta seul, songeur. Qui aurait intérêt à déclencher un tel scandale? La réponse ne tarda pas. Elle vint sous la forme d'un appel inattendu de son ancienne gouvernante. Monsieur Mericourt? C'est Bernadette. La voix familière le fit tressaillir. J'imagine que vous avez vu l'article. C'était vous? Demanda-t-il sans détour. Un court silence précéda la réponse. Oui, monsieur. Je me suis dit que vous deviez savoir pourquoi. Pourquoi, Bernadette? Après 30 ans de service loyal? Loyal? Répéta-t-elle, l'amertume perçant dans sa voix. J'ai consacré ma vie à cette famille. Je me suis occupé de vous après le départ de vos parents. J'ai aidé à élever Lucas depuis sa naissance. Et il a suffi qu'un simple serveur arrive pour que je sois mise de côté. Personne ne vous a mise de côté, protesta Antoine. Vous restez une part essentielle de cette maison. Non, monsieur. Depuis que cet homme est là, tout a changé. Mes avis, mon expérience, plus rien n'avait d'importance. C'était toujours Jacques a dit ceci, Jacques fait comme cela. La douleur dans sa voix était palpable. Antoine se rendit compte, non sans malaise, qu'il avait complètement ignoré les sentiments de Bernadette durant cette transition. Je suis désolé de vous avoir fait sentir dévalorisé. Ce n'était jamais mon intention. Il est trop tard pour les excuses, monsieur. J'ai déjà donné mon interview, et ma lettre de démission a été remise à Hélène. Je pars aujourd'hui. Avant qu'Antoine puisse dire un mot de plus, elle raccrocha. Il resta figé, abasourdi. 30 années de loyauté brisées ainsi. Et bientôt, les conséquences s'étendirent bien au-delà de sa maison. Certains investisseurs exprimèrent leur inquiétude. Des clients de longue date appelèrent, curieux de ce scandale. Même sa propre famille, oncles, cousins éloignés se mit à poser des questions indiscrètes. En plein cœur de cette tempête, Jacques envisagea de quitter son poste. Je ne suis qu'une source de problèmes, dit-il à Antoine, lors d'une conversation tendue. Peut-être que je devrais m'éloigner un temps, jusqu'à ce que les choses se calment. Hors de question, répliqua Antoine avec fermeté. Je ne laisserai pas mon fils souffrir à nouveau à cause de préjugés et de mesquinerie. Que mon entreprise et ma réputation aillent au diable. Il avait haussé la voix sans s'en rendre compte. Des années à bâtir un empire en sacrifiant les relations humaines. Il lui avait fallu trop de temps pour comprendre ce qui comptait vraiment. Hélène, restée silencieuse jusque-là, intervint. J'ai une idée, dit-elle. Plutôt que de reculer, pourquoi ne pas contre-attaquer? Comment ça? Demanda Antoine. Bernadette a tenté de créer un scandale. Et si on transformait cela en message positif? Montrons au monde l'impact réel que Jacques a eu sur Lucas. Cette suggestion donna naissance à un projet audacieux, un atelier ouvert, centré sur des techniques innovantes pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Lucas, et d'autres enfants au parcours similaire, y démontreraient leurs progrès. Des spécialistes, des familles, et même la presse furent invités. Jacques, d'abord réticent, finit par accepter, conscient de l'impact que cela pourrait avoir pour d'autres familles. Il travailla sans relâche avec Lucas pour préparer les démonstrations. Juliana, rétablie grâce à son opération, fut également invitée à partager son expérience. Le jour de l'événement, le soleil baignait le jardin dans une lumière éclatante. Des dizaines de familles arrivèrent, souvent accompagnées d'enfants en fauteuil roulant ou avec des dispositifs d'assistance. Les journalistes s'attendaient à un scandale,
mais furent témoins d'un moment d'humanité bouleversant. Lucas, tremblant mais déterminé, monta sur l'estrade avec l'aide de Jacques. « Bonjour. Je m'appelle Lucas Mericourt, j'ai 12 ans, et je veux vous montrer ce que j'ai appris ces derniers mois. » Il enchaîna alors une série de gestes simples mais symboliques, saisir un objet, changer de siège, faire quelques pas avec un support. À chaque réussite, les applaudissements retentissaient. Des larmes coulaient sur les visages. Des parents, jusqu'ici résignés, entrevoyaient une lueur d'espoir. Puis ce fut au tour d'Antoine de prendre la parole. Pendant des années, j'ai cru que l'argent pouvait tout régler. J'ai payé les meilleurs spécialistes, cherché les traitements les plus chers. Mais rien ne s'est approché des progrès que Jacques a permis, en quelques mois, avec des techniques simples et beaucoup de cœur. Il se tourna vers les caméras. Certains ont douté de ma décision. Mais Jacques a vu en mon fils autre chose qu'un handicap. Il a vu un enfant. Et ça, aucun diplôme ne l'enseigne. Hélène le rejoignit, émue. J'ai fui quand Lucas avait le plus besoin de moi. Je croyais le protéger, alors que je me protégeais de ma propre douleur. Jacques m'a montré ce que signifie vraiment aimer un enfant, sans jamais abandonner. L'événement, prévu pour 2 heures, s'étira tout l'après-midi. Discussion, rire, échange d'expériences. Une idée germait déjà, et si ce n'était que le début? Nous devons faire cela régulièrement, dit Hélène. Antoine, touché, se sentit naître une nouvelle ambition. Ce soir-là, après le départ des invités, il déclara à Jacques. Merci. Pas seulement pour Lucas. Mais pour m'avoir appris ce qui compte vraiment. Et j'aimerais aller plus loin. Créer une fondation. Un centre pour aider d'autres enfants comme Lucas. Et j'aimerais que vous la dirigiez. Jacques, abasourdi, protesta. Je n'ai ni diplôme, ni formation. Mais vous avez quelque chose que l'on ne peut pas apprendre, de l'empathie, des résultats, une foi inébranlable dans les enfants. Lucas, attentif, ajouta. S'il te plaît, Jacques. Tu pourrais aider plein d'enfants. Comme moi. Comme Juliana. Ces mots finirent de le convaincre. Il prit quelques jours pour réfléchir, parler avec sa famille. Puis il donna sa réponse. J'accepte, à une condition. Que cette fondation soit accessible à toutes les familles. Même celles qui ne peuvent pas payer. C'était mon intention, répondit Antoine avec un sourire. Elle s'appellera Fondation Lucas Mericourt. Lucas Mericourt? C'est grâce à lui que tout a commencé. Et c'est ainsi que naquit la fondation. Antoine acquit un vaste terrain au sud de Paris. Des architectes spécialisés dans l'accessibilité furent engagés. Jacques monta une équipe mêlant experts médicaux et aidants expérimentés. Juliana rejoignit aussi le projet. 1 an plus tard, l'inauguration rassembla des dizaines de familles. Le quartier, d'abord méfiant, adopta l'initiative. Lucas, marchant avec son déambulateur, coupa le ruban symbolique avec ses parents. L'image, largement relayée, devint le symbole d'une transformation familiale et collective. La Fondation Lucas Mericourt devint un modèle national. Antoine découvrit une joie profonde à travers cet impact humain. Hélène, ambassadrice engagée, animait des ateliers de soutien pour les familles. Et Jacques, dont tout avait commencé par un simple geste d'attention dans un restaurant, devint le pilier d'une nouvelle approche centrée sur l'humain. Un jour, alors qu'ils observaient les enfants jouer dans la salle commune, Antoine murmura. « Je me demande souvent ce qu'il se serait passé si tu n'avais pas été là ce soir-là. » Moi aussi, répondit Jacques. Mais je crois que ce n'était pas un hasard. Je crois que certaines personnes arrivent dans nos vies exactement au moment où on en a le plus besoin. Et moi, j'avais besoin de toi, dit Jacques. De cette opportunité, pour découvrir ma véritable vocation. Lucas arriva à ce moment-là, tout excité. Papa, Jacques, venez voir. J'ai appris à Marine à utiliser le déambulateur comme tu m'as appris. En les voyant s'éloigner, Jacques repensa au chemin parcouru. Ce petit geste de bienveillance, un soir au restaurant, avait changé non seulement sa vie, mais des centaines d'autres. Le milliardaire avait découvert sa vraie richesse. La mère avait trouvé le courage. L'enfant, sa force. Et le serveur, sa mission. À la Fondation Lucas Mericourt, une phrase était devenue un mantra. Ici, nous ne voyons pas des limitations. Nous voyons des points de départ.
Et tout avait commencé avec un milliardaire, un serveur noir et un enfant.